quand je parle de génération sans père, il faut avoir grandi dans les années 60 en Haïti pour se rendre compte combien ça a pu être marquant. C'est-à-dire des pères qui ont été emprisonnés, des pères qui ont été exilés, des pères qui ont été assassinés. Vous évoquez souvent Fort Dimanche, la figure de votre propre grand-père, oui. Papa Da, justement. exilé, enfin qui a fait un séjour à Fort Dimanche. À Fort Dimanche. Dans mon cas précis, il y a ce Papa Da, lui-même militaire, qui va être emprisonné à Fort Dimanche et qui n'assiste pas aux funérailles de son fils, mon père, parce qu'il est emprisonné à Fort Dimanche à ce moment-là. Donc, et après, quand il sort de Fort Dimanche, il reste quelques temps et puis il part en exil comme beaucoup de gens. Donc, on est une génération sans père. Et on est sans repère. Et sans repère aussi, justement, parce que dans la mesure où le père, où il est mort, où il est en prison, où il est en exil. Aujourd'hui, sur Haïti Inter, nous avons l'honneur et le plaisir d'inviter l'un des plus grands écrivains, l'une des plus grandes voix haïtiennes de la littérature. Je veux parler, bien entendu, de Louis-Philippe d'Alembert, récipiendaire l'année dernière du prix de poésie de l'Académie Goncourt, qui est la plus haute distinction des lettres françaises, distinction qui vient couronner une œuvre marquée par de nombreux romans, des essais, de la poésie. Et aujourd'hui, il nous rend visite pour nous parler de son dernier livre, qui commence par un titre hyperbolique, Je n'ai jamais dit papa, qui est, pourrait-on dire, une incursion dans la biographie, dans l'autobiographie, mais en même temps, c'est une sorte de radioscopie de toute une époque, de tout un quartier, de plusieurs quartiers d'ailleurs, de Port-au-Prince. Nous passons du Bel-Air à Delma, en passant par le cœur même de la capitale, le Champ de Mars, où se trouve son école. Et la question que je voudrais vous poser d'abord, bonjour Louis-Philippe d'Alembert, merci Bonjour. De nous rendre visite, c'est pourquoi aujourd'hui et quelle est la place de cette œuvre de cet écrit dans cette œuvre qui nous a habitués à brasser le vaste monde, à aller vers des questions universelles, l'accueil, l'altérité, et là, brusquement, une autobiographie. Donc, disons que ça reste, à mon sens, universel, dans la mesure où il s'agit de parler de la paternité, donc qui est une question hautement universelle, sauf que pour parler de cette question, je passe effectivement par un récit, mais ce qui n'est pas coutumier, j'ai envie de dire, de mon travail ou de mon œuvre, parce que, en général, disons, la question à laquelle je réponds souvent, on me pose toujours cette question-là, pourquoi maintenant, pourquoi? Et ce travail, ce texte autobiographique, je réponds toujours en disant que tout texte est autobiographique, de toute façon. C'est-à-dire que on l'aborde différemment, mais il y a dans chaque travail, dans chaque texte, dans chaque poème, dans chaque roman, il y a une grande part autobiographique qui n'est pas visible. C'est le fameux Madame Bovary, c'est moi. C'est moi, de Flaubert. Madame Bovary, c'est moi. C'est-à-dire que c'est là, mais je n'en parle pas. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de le faire de cette façon-là, parce que je voulais, disons, questionner cette écriture à la première personne. Ce que je n'avais jamais fait vraiment, ou je l'ai fait, mais de manière biaisée. Dans un roman comme L'autre face de la mer, par exemple, où il y a un personnage féminin, un personnage masculin, donc on sait pertinemment que c'est pas moi. Alors que là, on sait que c'est moi, mais c'est un autre moi, c'est un autre jeu, puisqu'il s'agit du jeu d'abord de l'enfance. Mm-hmm. Et qui va, par la suite, arriver jusqu'au jeu adulte du jeu et qui devient père. C'est cette... alors, je ne sais pas s'il faut parler de superposition, d'entremêlement ou des chevaux, de moi qui se croisent, qui s'interpénètrent, parce qu'il y a le moi de l'enfant qui cherche en fait la figure du père, et le moi de l'adulte qui raconte, qui prend conscience en fait de son cheminement. Et dans le même temps, j'ai l'impression que à travers ces confidences qui pour moi sonnent comme des aveux, parce que vous nous aviez habitués à beaucoup plus de discrétion, que vous faites le portrait de toute une époque, de tout un pays, n'est-ce pas? Oui, je fais le portrait d'une époque,
cas d'un pays aussi, et je fais le portrait d'une génération, surtout, et je m'interroge beaucoup, ou j'interroge plus que je m'interroge, j'interroge la question de la paternité en Haïti, dans nos sociétés, on va dire post-coloniales, surtout dans les milieux, caribéens, où l'absence du père est quelque chose de très marquant. Donc, comment on réagit par rapport à cette absence du père? Donc, dans mon cas, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas aussi problématique que pour d'autres, dans la mesure où ce père en question, c'est un père que je n'ai véritablement pas connu. Il est mort, j'avais quelques mois. Donc, c'est des gens avec qui j'ai pu parler par moment m'ont dit, est-ce qu'il ne vaut pas mieux un père mort qu'un père absent? Or, on sait que dans les sociétés postcoloniales caribéennes, il y a souvent la question de l'absence du père, vivant mais absent. Donc, et qui fait que, justement, on va se retrouver dans des sociétés matrifocales, justement, avec des présences féminines très très fortes, et que tu dois te construire en tant que petit garçon, ensuite en tant qu'homme, avec cet héritage-là. Donc maintenant, quand on me demande pourquoi maintenant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je cherche, moi, enfant, je cherche un père, mais aussi, quand tu deviens adulte, tu t'interroges sur ta propre paternité. Quel père tu es, quel père tu deviens. Et quand tu n'as pas reçu, quand tu n'as pas un héritage, comment devenir père toi-même quand tu n'as pas cette figure paternelle. Voilà. Mais la question que je vois également en filigrane dans cet ouvrage, c'est cette question de la défaillance paternelle globale dans ce pays. Comment vous expliquez cela? C'est difficile. Il y a quand même un cas particulier. C'est contingent, c'est la mort d'un père. Oui. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si on l'a mangé en voilà, comme on dit en Haïti. En tout cas, il est mort en Haïti. Mais les autres qui sont bien vivants, qui sont défaillants, qui sont absents, comment Il y a beaucoup d'éléments, mais dont un des éléments qui n'est pas une excuse, qui est l'héritage historique. C'est-à-dire que tu as sur les plantations, sur les habitations, un père qui n'est pas véritablement père, dans la mesure où ce père est quelque part castré par le système esclavagiste et colonial. C'est juste un géniteur, c'est-à-dire c'est un étalon presque, qui reproduit des objets, en fait, de consommation pour le maître, qui augmente ou qui agrandit plutôt le cheptel du maître. La force de travail. En fournissant de petits esclaves au maître. Donc, c'est-à-dire ce père-là, et non seulement il peut être séparé à n'importe quel moment de cette prétendue famille qu'il aurait construite, mais en même temps, ce père n'a absolument aucun pouvoir. Parce que le vrai père, c'est le maître, c'est le colon. Donc, c'est-à-dire que cet enfant, en grandissant, il se rend compte que son père n'est pas un père. Il se rend compte que son père n'a pas de pouvoir véritable. Et si justement, vous parliez de superposition tout à l'heure, c'est-à-dire que si on arrive aux sociétés postcoloniales qui sont les nôtres, par exemple, quand on a une dictature comme la dictature de Duvalier, on a un père qui est au-dessus du père qui se trouve au foyer. Le père de la nation, donc Papa Doc, et vaut quelque part, a plus de pouvoir, a plus d'importance que le père que tu as chez toi, dans la mesure où Papa Doc peut disparaître, comme on dit en Haïti, ton père. Donc, dans les sociétés postcoloniales et coloniales d'abord, on a ça. On a un père qui n'est pas une véritable figure paternelle et qui, quelque part, c'est assez intéressant quand même, parce que, d'une part, lui, il a conscience de ne pas avoir de véritable pouvoir. De l'autre côté, l'enfant aussi, qui, en principe, a besoin de modèles, mais il se rend compte que ce modèle n'en est pas véritablement un. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement fossé qui se construit entre ce père-là et cet enfant-là. Et jusqu'à ce que, finalement, il puisse en être séparé. Or, la mère, elle est là. C'est le véritable potomitan, en fait. Donc, on peut dire que dans un tel système, il n'y a pas de place pour l'expression d'une masculinité virile, par exemple. D'une part, mais qui va exister quand même par la suite. Parce que justement, il va y avoir presque de la surenchère de virilité. C'est comme si il fallait donner le change, mais prouver à l'autre et à soi qu'on est
cet homme-là qu'on nous a empêché d'être, qu'on nous a interdit d'être, et comment dire, d'une certaine façon. Et cette défaillance dont vous parliez, et comment dire, tout à l'heure, c'est une défaillance qui va se prolonger après, comment dire, le système colonial, et qui va aboutir ou déboucher sur une forme d'irresponsabilité, on peut le dire. Vous parlez de génération sans père, oui, dans l'ouvrage, à un moment donné, parce que vos amis d'enfance, Freud et Hérode, au nom très emblématique, vont... et d'autres dans le quartier sont également des enfants sans père, avec parfois des épisodes dramatiques de leur père. Tout à fait. C'est-à-dire que et ces enfants, quand je parle de génération sans père, il faut avoir grandi dans les années 60 en Haïti pour se rendre compte combien ça peut être marquant. C'est-à-dire des pères qui ont été emprisonnés, des pères qui ont été exilés, des pères qui ont été assassinés. Vous évoquez souvent Fort Dimanche, la figure de votre propre grand-père, oui. Papa Da, justement. exilé, enfin qui a fait un séjour à Fort Dimanche, avant de partir en exil. Et on a ça, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté donc le père de la nation, Papa Doc, et puis et de l'autre côté, dans la famille, tu essaies de construire, d'avoir ou de rassembler une paternité. Et là, dans mon cas précis, il y a ce Papa Da, lui-même militaire, qui va être emprisonné à Fort Dimanche et qui n'assiste pas aux funérailles de son fils, mon père, parce qu'il est emprisonné à Fort Dimanche à ce moment-là. Donc, et après, quand il sort de Fort Dimanche, il reste quelque temps et puis il part en exil comme beaucoup de gens. Donc, on est une génération sans père. Et on est sans repère. Et sans repère aussi, justement, parce que dans la mesure où le père, où il est mort, où il est en prison, où il est en exil, donc, toi, comme enfant, tu construis ce rapport au père. On est vraiment, justement, des enfants et sans repère. Et moi, je connais des cas précis aussi où les enfants, les pères sont restés tellement longtemps en prison, on n'a plus entendu parler d'eux. Et à un moment donné, un jour, finalement, tu vois un inconnu arriver devant toi et il veut t'embrasser. Il veut te serrer dans ses bras et toi, tu te demandes qui c'est. En fait, il s'agit de ton père. Avec un mouvement d'ailleurs, cela génère une sorte de réticence pudique. Vous évoquez, par exemple, page 33, vous dites et quand il arrive quelque chose de bien, mon premier réflexe est de penser à elle, c'est-à-dire aux femmes, à votre mère, à votre grand-mère. Il y a donc un vide qui est ici comblé par les femmes. Et vous dites de me demander si elles sont fières de moi, fières de l'homme, de l'être humain que je suis devenu, de la graine qu'elles ont semée puis arrosée de leur amour, de leur sacrifice. Et vous dites à votre père, ce sentiment, vois-tu, je ne connaîtrai jamais avec toi. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé, d'une certaine façon, de faire le bilan, en fait, de l'homme que tu es devenu, sans ce repère dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire quel homme tu es. Et quand tu te poses cette question, quel homme tu es obligé de te poser cette question aussi par rapport à ta propre paternité. Quel père tu es? Et effectivement, il se trouve que quand il m'arrive quelque chose, je ne pense jamais à ce père-là. Pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas du tout connu. Pas. Alors, du coup, ça crée en contrepartie l'existence dans cette société du syndrome du petit deuil. Tout à fait. Qui est un autre drame. Un autre drame. On peut plutôt plus que drame, j'ai même une tragédie dans la société haïtienne, pas uniquement haïtienne, mais on est en train de parler d'Haïti et de ce qu'on connaît, peut-être mieux que d'autres endroits du monde, mais il y a ce problème, ou cette problématique, plus qu'un problème, de l'enfant du dehors, de petit dehors. C'est-à-dire que illégitime, naturel, comme on dit, et qui va se retrouver, et je connais aussi pas mal de cas, où cet enfant, le dimanche, ou un dimanche sur deux, va aller déjeuner à la table de la famille légitime. Donc, tout en sachant qu'il ne l'est pas lui-même. Donc, c'est comme si on lui faisait une toute petite place au bord de la table, et il se sent mal à l'aise. Il est gauche, il est maladroit, parce que... ça reste un parent pauvre. Il restera toujours le parent pauvre. Mais le pire dans l'histoire tout à l'heure, quand on parlait de de cette défaillance du père dans les sociétés coloniales, c'est que souvent, on reproduit ce schéma-là.
Et on reproduit parce que ces gens-là, souvent, beaucoup d'entre eux vont avoir des enfants du dehors aussi. Pas un, pas deux, mais trois, mais quatre. Et c'est ça toute la gravité de la question. C'est-à-dire quand on reproduit ce schéma. Et quand je parlais tout à l'heure de paternité, c'est-à-dire que quand on est dans la transmission se fait toujours avec une part de reproduction. Ou si on ne reproduit on transmet que ce que l'on a. Que ce que l'on a. Et ce que l'on a, c'est en fait ce que l'on est en tant que personne. Et on a été construit avec ça. Donc après, on peut se poser des questions, on peut réfléchir par rapport à ça, on peut s'opposer même à l'héritage. Mais quand tu n'as pas de repère du tout, tu ne t'opposes absolument pas à cet héritage-là. Tu es obligé de construire. Alors, da capo, comme on dit en italien, tu es obligé de construire da capo cette... Ça m'oblige à vous poser cette question, parce que l'impression que l'on a à vous lire, et surtout à la fin, je ne vais pas révéler la fin de l'ouvrage, mais quand même, on a l'impression d'une éducation sentimentale, d'une véritable trajectoire qui vous amène vous-même à construire une figure de père et une éthique, je dirais, de la paternité qui semble s'être nourrie de cette absence. C'est-à-dire que tout en n'étant pas là, on a l'impression que le livre est l'occasion d'affirmer une sorte de survivance accomplie de la figure de ce père. Comme si vous le recomposiez, vous rebâtissiez un idéal pour après vous mettre à l'adorer. Oui, parce que je suis obligé de construire, en fait, ce père et cette paternité. Je le construis comment? Mais dans le vide? Sur quoi? Quel est le reflet? C'est-à-dire, c'est un petit peu la maison construite sur le sable, et il faut creuser très très profond pour trouver des racines quelque part, ou simplement l'enrochement dans quelque chose. Dans quelque chose. Et à ce moment-là, ça va être, à un moment donné, j'ai parlé dans le texte de tisser ou de tricoter un père. C'est-à-dire que à partir des souvenirs des autres déjà. Donc, du frère aîné, qui lui a des souvenirs. Et il y a l'évocation de la scène du cirque. Du cirque, par exemple, avec la glace, qu'il mange, etc. Et on a l'impression que vous vous appropriez ces souvenirs, parce que vous racontez ça avec une telle délectation qu'on se dit mais c'est comme si on avait soi-même un cornet de glace à la bouche. Oui, mais je n'ai pas le choix, justement. C'est-à-dire que pour construire en fait ce père. Et je suis obligé d'emprunter des images à d'autres, ou des souvenirs à d'autres. Et ces souvenirs-là que j'emprunte à d'autres, ça va être quelques souvenirs précis de ce frère aîné. Ça va être des souvenirs précis ou édulcorés aussi d'un oncle maternel, mais qui a vécu très près de lui, donc qu'il a adoré. Donc ces souvenirs, sont-ils vrais ou sont-ils faux? Je ne sais pas. Mais c'est complètement recomposé et je les récupère moi-même. Et puis, il y a ma propre vision du père idéal, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le père que j'aurais aimé avoir enfant. Donc, c'est tout ça qui va me permettre de construire, quelque part, un père. Et c'est à partir de là, une fois que j'ai retrouvé, entre guillemets, ce père perdu, et que je peux moi-même m'adosser, en fait, à cette image-là, pour pouvoir devenir père à mon tour. Et sans ça, c'est presque raté, quoi. Alors, l'une des qualités que moi, personnellement, j'apprécie dans votre écriture, c'est qu'on a l'impression d'une succession de scénettes qui se prêtent à la mise en scène. Impression de participer à l'émergence d'une sorte de cinéma réaliste d'inspiration peut-être italienne. Je sais que vous êtes un grand cinéphile, un grand connaisseur de la cinématographie italienne en particulier. Et par certains moments, je me suis senti dans Le voleur de bicyclette, avec vous, évoquant cet univers du Bel Air où la fin n'est jamais trop loin, où il faut parfois aller à l'école le ventre vide. Alors, de ces souvenirs parfois pénibles, vous faites, je dirais, des évocations quasi nostalgiques, comme si c'était le bon temps. Comment conciliez-vous justement cette contradiction avec le manque, avec la terreur même qui est en filigrane? Les 19 officiers que l'on fusille sont des voisins. Enfin, parmi eux, il y a des voisins très proches. Et pourtant, vous donnez le sentiment d'une sorte d'âge d'or de Port-au-Prince. Oui, c'est parce que tout est vu
regardée et racontée à travers le prisme de l'enfance. Et cette enfance-là... Et d'innocence. C'est d'une part l'innocence, c'est aussi le fait, et vous l'avez souligné, malgré le manque, il y a le manque matériel, mais il n'y a jamais le manque d'amour, en fait, d'amour et de bienveillance autour. Et je pense que, et à un moment donné, dans le livre, j'en parle aussi, c'est Victor Hugo qui le dit dans un texte, je ne me rappelle plus, c'est Buck Jargal ou un autre, où je dis par la suite à mon fils lui-même. C'est-à-dire qu'il faut éviter toute haine parce que c'est l'hiver qui entre dans le cœur, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, et là, si on essaye de prendre ce qu'il y a de positif dans ce qu'on a reçu, de prendre cette bienveillance qu'il y a eu autour, de prendre cet amour, on se construit, non pas en oubliant entièrement ces manques matériels, mais en les mettant de côté, en refusant que ces manques-là puissent, à un moment donné, t'empêcher de grandir, et normalement, en tant qu'être humain, en fait. Au-delà de la quête d'une identité paternelle, on construit donc une identité autobiographique et qui est également la radioscopie d'une époque, d'une génération, de tout un pays, finalement. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de signaler quelques absences. Des figures qui vous accompagnent, qui sont mes contemporains. Bien sûr. Hein, aussi, et qui, incidemment, auraient pu avoir... J'ai presque une exigence de lecteur, si vous voulez, alléché par ce qu'il a trouvé et qui demande davantage. On est cap mangué d'égui, en quelque sorte, des figures telles que Joe Volsi, Nerdé, Bospint, Franck Etienne, Eddie Antoine, Franck Etienne, que je cite à la fin, en toute fin du livre, je cite Franck Etienne. Effectivement, c'est-à-dire, quand on a grandi au Bel-Air dans les années 60, donc c'est-à-dire, moi, je suis né, je le dis dans le texte, à la rue de l'Enterrement, donc, où, au moment de la disparition du père, donc on déménage pour aller au Bel-Air, et à ce moment-là, forcément, on rencontre ces figures-là. On rencontre tous les dieux du Bel-Air. 16 dieux. 16 dieux du Bel-Air. On rencontre notamment, moi, principalement... Qui est le titre d'une chanson de Jazz des Jeunes. Bien sûr. Et où j'habitais exactement dans... Vous avez connu Joe Crabbe? Joe Crabbe, justement, j'allais parler de Joe Crabbe, Joe Volsi, Joe Crabbe et tous ces gens-là. Et Joe Volsi, qui était l'oncle le beau-père de Franck Etienne, donc avait une boulangerie c'était à une centaine de mètres, donc dans la même rue où enfant on allait acheter nos pains dans la boulangerie de Joe Volsi. Donc il y a toutes ces images là de ces gens-là et qui ont vraiment marqué l'enfance. Hein. Et quand à un moment donné dans le texte je parle de casting du père, mais quelque part toutes ces figures sont là, sont là même si elles n'interviennent pas directement, mais il y en a qui sont là, il y en a qui interviennent plus directement parce qu'ils font partie de la famille biologique, comme les Chardin d'Hélice ou d'autres. Grand footballeur, considéré comme le plus grand footballeur haïtien de tous les temps. De cette époque-là. Ouais. Donc, c'est cousin de ma mère. Et donc, c'est des gens avec qui tu grandis. Et forcément, même sans avoir de repères, j'ai envie de dire, immédiats, au sein du foyer, mais il y en a. J'essaie de construire avec toutes ces figures-là aussi, de tous ces gens dont vous avez parlé. Quand même, ces repères féminins, oui. Figures maternelles, maternantes, qui vous ont forgé. Et c'est là que j'ai envie de poser la question, finalement. Est-ce que l'absence d'une figure paternelle, à certains égards, n'a pas laissé la place, justement, à l'expression d'une maternité, d'une autre forme, je dirais, d'humanité, plus tempérée chez vous, en particulier? Oui, je l'affirme et je le revendique, et je l'ai toujours dit avant, justement pour mettre un peu à distance le manque que pouvait représenter le père. J'ai toujours dit que j'avais une chance extraordinaire dans ma vie. Inouïe. C'est d'avoir grandi sans père. Donc, et pour moi, la figure des mères, des femmes, et c'était à la fois la figure et de la paternité et de la maternité. C'est-à-dire que c'est elle qui transmettait tout. C'est-à-dire que, ayant grandi sans figure, sans repère paternel, donc les femmes occupaient tout l'espace. Il y a un auteur jamaïcain qui a utilisé une magnifique métaphore. Il dit « My mother who fathered me ».
Yeah, justement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces mères-là, ou cette grand-mère, que nous, à un moment donné, elle avait tellement de pouvoir qu'on appelle La générale. La générale, justement. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui ont fait de nous les hommes que nous sommes devenus aujourd'hui. C'était les seuls véritables repères et de figures d'autorité aussi, d'amour et d'autorité. Alors, est-ce qu'on peut dire, par conséquent, que en Haïti, de façon générale, là, c'est à l'essayiste que je m'adresse, que ça ferait des Haïtiens des individus moins machos, moins phallocrates que les autres? Non, pas forcément. Je dirais pas ça. Et parce qu'il y a un travail à faire aussi avec soi-même, même si je n'aime pas trop le terme de déconstruction qu'on emploie un peu trop facilement et de nos jours. La 16 peut-être? Et oui, justement. C'est-à-dire que parce que ce qui se passe aussi dans cette société-là, c'est que, je vais utiliser un mot qui est peut-être assez fort, mais c'est que les femmes elles-mêmes sont contaminées, entre guillemets, par cette vision phallocrate et macho. Et quand elles élèvent un enfant, un garçon, très peu d'entre elles vont essayer de lui transmettre une autre vision du monde. Parce que ce qu'elles font, qui est maternelle comme une espèce de mère louve, c'est de donner à ces enfants ou à leurs enfants des repères, des éléments pour pouvoir se défendre de la société. Se construire. Se construire et se défendre de la société. Et cette grand-mère, dans notre cas, c'était ça. C'est-à-dire que si tu te battais, par exemple, à l'école ou dans la rue avec quelqu'un, tu rentrais en pleurant, eh bien, elle remettait une couche. Voilà. Tout à fait. Pour que tu puisses après à te défendre de la vie. Donc, quelque part, ces femmes-là sont d'une certaine façon obligées parce qu'elles ont envie de protéger leur niché, en fait. De surprotéger. De surprotéger leur niché. Une autrice française, c'est Christiane Olivier, qui donne un ouvrage magistral qui s'appelle Les enfants de Jocaste, précisément, montre comment, en l'absence d'Édipe, Jocaste exerce en l'absence de Laios, pardon, elle exerce sur les enfants une empreinte. Tout à fait. Et Édipe n'aurait pas été Édipe sans l'empreinte de Jocaste. C'est tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, ça dit que c'est dire que nous sommes vraiment mal barrés, nous, les hommes haïtiens. Mal barrés, non. Mais je pense qu'il y a un travail à faire sur soi aussi, en tant qu'individu, quand tu es conscient de la chose. C'est-à-dire que, justement, la question que moi, par la suite, en tant que père, je vais me poser, c'est-à-dire quelle paternité et je vais exercer. En fait, qu'est-ce que je vais transmettre à mon fils comme valeur? Un certain nombre de valeurs que ces femmes m'ont transmises, bien sûr, mais d'autres, justement, et une certaine vision du monde qui ne soit pas inscrite complètement dans cette phallocratie dont vous avez parlé tout à l'heure. Et est-ce que vous avez le sentiment, par cet ouvrage, de procéder à une sorte de catharsis collective à laquelle vous invitez j'invite plus les hommes haïtiens? J'invite plus, mais disons au niveau personnel déjà. C'est-à-dire, il y a cette forme de catharsis, mais si ça peut justement aider à une catharsis collective, je dirais, j'en serais heureux, justement, parce qu'il y a un véritable travail à faire. Quand aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas le lieu d'en parler, ce n'est pas non plus le propos, mais les jeunes qui sont dans les gangs aujourd'hui en Haïti, mais si je n'ai pas de travail, je n'ai pas fait de travail, comment dire là-dessus, je ne sais pas s'il y a des travaux qui ont été menés là-dessus, mais si on cherche, on verra que beaucoup d'entre eux, vraiment beaucoup, ont vécu et ont grandi sans père. Et tous ces jeunes-là, aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas le seul élément. Il y aurait plein d'autres choses à dire à ce niveau-là. Mais on verra que ce sont des gamins qui ont grandi sans figure paternelle et qui vont reproduire une forme de masculinité et j'ai envie de dire de substitution, justement, de revanche sur la société et d'une certaine façon sur eux-mêmes et aussi. Donc oui, si ça peut aider à une forme de catharsis collective, j'en serais très heureux. Je vous cite. Nous sommes ainsi toute une génération sans père. Les mères aussi sont touchées, de manière directe ou indirecte. Mais à travers ces exemples, c'est de toi et moi qu'il est question ici. Des fils, filles, neveux,
nièce de victimes innocentes de délation. Des dissidents qui ont osé porter atteinte et armes contre le dictateur ou son entourage, ou simplement médire de celui qui se veut un être immatériel. Incarnation du drapeau haïtien, un et indivisible. Protecteur du peuple, chef suprême de la révolution, apôtre de l'unité nationale, leader du tiers-monde, grand patron du commerce et de l'industrie, bienfaiteur des pauvres, électrificateur des âmes et réparateur des fautes commises par les Haïtiens. C'est-à-dire une société sans père, sans repère, mais qui apparaît aujourd'hui avec le recul, compte tenu de la situation courante en Haïti, comme un âge d'or. Je reviens sur ceci. Comment conciliez-vous cette contradiction? Oui, c'est ce qu'on essaie de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le regarder à travers le prisme, quelque part, de l'innocence, parce que on n'est pas conscient de ce qui se passe enfant. C'est-à-dire tu découvres plus tard, parce que la famille ou les proches essaient de te protéger. On ne te dit pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Mais on sait qu'un tel a disparu. On n'entend plus parler de X ou de Y. Pourquoi on n'en entend plus parler? Parce que c'est quelqu'un qui a fait un séjour à Fort-Dimanche ou ailleurs, et aux casernes des Salines, par exemple, pendant plusieurs semaines ou pendant plusieurs mois. Après, il y a quelqu'un qui disparaît. Ou même les proches qui vont partir à un moment donné. Les gens sont obligés de presque se cacher pour partir. Parce qu'il y avait une telle fuite de cerveau dans les années 60, au moment fuite de cerveau qui a coïncidé avec les indépendances africaines notamment. C'est-à-dire qu'on a d'une part les indépendances africaines qui ont besoin de cadres francophones. Or, dans le monde, il n'y a pas, à l'époque, beaucoup de cadres francophones qu'on trouve en Haïti, Martinique, Guadeloupe et au Québec. Ou la Suisse peut-être, ou la Belgique, mais et comme la Belgique, entre autres, était les anciens colons, représentait les anciens colons, donc on ne pouvait pas avoir de cadre belge, on avait d'autres cadres, et donc tu vas avoir beaucoup de cadres haïtiens qui vont partir, et à travers l'UNESCO notamment, et ça va générer quoi? La dictature va, à un moment donné, empêcher aux gens de partir, alors que la même dictature qui chassait des cadres, qui les exilait, qui les emprisonnait, et voilà que la dictature est obligée, entre guillemets, d'empêcher. Et là, c'est la fameuse expression haïtienne, et passeport tombé. Et ça veut dire que... Descendre, pardon. Passeport descendre, ça veut dire que passeport, c'est sorti du palais présidentiel. Du Champ de Mars. Du Champ de Mars, on a donné l'autorisation, enfin, de pouvoir avoir le passeport et de pouvoir partir. Et ça, c'est quelque chose... Toi, enfant, tu n'es pas au courant de tout ça. C'est-à-dire, quand je vois autour de moi les cousins et cousines de ma mère qui partent aux États-Unis, et je sais qu'il y en a qui ont attendu le passeport pendant longtemps avant de pouvoir partir. Et justement, on parlait tout à l'heure de Chardin d'Hélice, et je sais que sa femme a attendu longtemps le passeport avant de partir le rejoindre aux États-Unis ou d'autres. Et ce sont des choses qui t'échappent. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas tout ça, mais au fur et à mesure, tu découvres. Au fur et à mesure que tu grandis. Et là, tu finis par faire le lien. On dit, ah oui, ok, un tel était parti à tel moment, c'est parce qu'il s'est passé telle chose. Ou telle autre personne, il y avait ça. Ou telle autre personne, il y avait ça. Ou quand, tout à l'heure, vous parliez de Boss Paint ou de Tibobo, les fameux Tonton Macoute qu'on connaît et en Haïti. Quand je me rappelle très bien, au moment de l'assassinat de Tibobo par un jeune militaire, et les gens qui revenaient des funérailles, qui nous racontaient, et ce qui se passait. Pour toi, enfant, c'était tellement loin. On disait, ah oui, il y avait les funérailles de Tibobo, c'était presque des funérailles, il y avait un monde pas possible. Et à ces funérailles-là, et toi, enfant, tout ça t'échappe. Tu es dans ton monde, tu es dans ton univers, et entouré de, justement, ce gynécée-là, et qui te protège. Et en fait, il s'agit presque d'un procédé littéraire, puisque par l'enfance, par cette mise à distance, par l'entrée dans l'image, par la porte de l'armoire, Louis-Philippe d'Humbert, vous nous avez invité à un véritable voyage réjouissant que je conseille à tous les lecteurs d'entreprendre avec nous, avec vous. Et une fois encore, merci infiniment d'être passé nous voir à Haïti Inter. Bon vent, bonne chance. Merci à vous, merci. Merci infiniment.